Est-ce que tu peux me raconter, quand tu fermes les yeux comme ça spontanément, quel souvenir te vient de l'Algérie? Enfin, d'Algérie, ce qui me vient assez régulièrement, même avec les yeux ouverts, c'est le départ et l'arrivée en métropole. Alors tu peux me raconter ce départ? Le départ, il a été soudain. On a décidé, mes parents ont décidé d'une manière très rapide qu'on devait partir compte tenu de la dangerosité des événements. Et donc nous sommes partis avec ma grand-mère et mes deux sœurs. Mes parents sont restés sur place avec l'espoir qu'on reviendrait pour la rentrée scolaire, en se disant les choses vont se calmer. Ils n'étaient pas du tout dans la réalité des faits. Donc nous sommes partis, mes deux sœurs et moi-même et ma grand-mère, à partir d'Oran, de l'aéroport d'Oran, de la Sénia. On est parti, je pense, vers la fin mai. Et nous sommes restés 3 jours dans l'aéroport d'Oran parce qu'il y avait, je ne vais pas dire de nombre parce que j'ai pas, une foule énorme de gens qui voulaient partir et qui attendaient un avion. Et donc nous sommes restés 3 jours à l'aéroport. C'est cet événement-là qui me marque parce que ça a été 3 jours terribles. On a attendu l'avion, on a dormi par terre et ensuite on est parti le 30 mai au soir et on est arrivé le 1er juin à l'aéroport de Marignane. Dans des conditions, je dirais presque dramatiques, parce qu'il s'est passé des choses vraiment dramatiques. Il y a eu des suicides dans l'aéroport. Et à ces 8 ans, qu'est-ce que tu as eu l'impression de perdre? J'ai eu l'impression d'un affolement général, de perdre. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'on avait perdu parce qu'on avait l'illusion du retour. Donc j'ai eu l'impression que je vivais quelque chose de, je veux dire, extraordinaire. Non, c'était pas beau, mais c'était quelque chose d'anachronique, qui sortait du rythme d'une enfance normale, on va dire ça. Ceci étant, je ne vivais pas dans le rythme d'une enfance normale depuis ma naissance quasiment, même si j'ai eu conscience des événements qu'à partir de l'âge de 4 ans. C'est quoi tes premiers souvenirs? Mon premier souvenir à 4 ans, c'est d'être sur les épaules de mon père à Oran, avec un petit drapeau français sur le passage du cortège du général de Gaulle. C'est mon premier souvenir de ces événements-là. Mais j'ai une mémoire forcément rétroactive qui peut surprendre. Je me souviens de mon oncle qui rentrait d'Indochine, et je devais avoir 2 ans et demi, et je le vois arriver au bout de la rue. Donc, et j'ai une mémoire quasi quotidienne de ces événements-là, parce qu'ils ont marqué mon enfance fortement. Et tu appelles ça les événements, pas la guerre? Ben, on peut dire que pendant la guerre de 39-45, il y a eu des événements. Pour moi, ce n'est pas une guerre, parce que c'est à l'intérieur même d'un même pays. Si on considère que c'est une guerre civile. Pourquoi pas? Mais c'est vrai on parle de guerre d'Algérie. Enfin, c'est une guerre qui ne dit pas son nom et qui n'a pas dit son nom. Est-ce que tu peux me raconter les origines de ta famille? Ma grand-mère est arrivée d'Espagne, comme la majorité des gens qui habitaient Oran. Elle est arrivée d'Espagne au début du siècle, du 20e siècle, pardon. Elle a dû arriver en 1901. Elle venait d'Espagne, il fuyait la misère espagnole. Originellement, le nom de Coste est un nom de l'Aveyron. Donc j'imagine qu'on a une partie de cette famille qui vient de l'Aveyron. Il y a une partie qui vient d'Alsace-Lorraine à l'annexion de l'Alsace-Lorraine par les Allemands, suite à la guerre de 70. Et du côté de ma grand-mère paternelle, on est également espagnol. Voilà. C'est un melting pot. Je suis un melting pot à moi tout seul. On va dire ça comme ça. Très espagnol quand même. Très espagnol. Et il y a un côté italien, un Mangini, un côté italien. Voilà. Je pense, le représentant de toutes les communautés françaises d'Algérie, françaises qu'ils sont devenus. Voilà. Voilà, mon père est né à Saïda, dans le sud oranais, ma mère est née à Oran. Et quelle était la profession de tes parents et dans quel milieu social vous évoluiez? Mon père est un enfant de divorcé dans les années 30. Mon père, dans son enfance, avec sa mère, était dans la misère, on va dire ça comme ça, avec sa petite sœur. Et ma mère, espagnole, donc mon père était fonctionnaire territorial à la mairie d'Oran. Et ma mère était aussi d'un milieu très pauvre, parce que ma grand-mère était concierge d'école.
Elle voulait être institutrice, mais elle n'a pas pu faire d'études faute de moyens. Avant, il y avait le concours des bourses pour faire des études. Et elle était secrétaire sténodactylo dans une coopérative céréalière. Est-ce qu'il y avait dans le quartier où tu vivais un brassage de communautés À Saint-Eugène, oui. Il y avait les trois communautés, parce que je fais de la communauté juive une communauté à part entière parce qu'elle a son histoire. Il y avait les trois communautés qui cohabitaient. Nous vivions dans une maison, dans un quartier populaire. On était 6 dans 2 pièces. On dormait les 3 enfants avec mes parents. Et ma grand-mère dormait dans l'autre pièce. Et on était voisins d'Algériens, de musulmans, on va dire ça comme ça, et de juifs. Et il y avait une très très bonne cohabitation. On fêtait l'Aïd avec eux, ils fêtaient Noël avec nous. Voilà, c'était le vrai melting pot cette fois, quoi. Voilà. Il y avait peut-être une hiérarchie dans la pauvreté, mais on était tous pauvres. C'était quoi cette hiérarchie? La hiérarchie, on va dire que les Algériens étaient globalement plus pauvres que nous. Voilà. Donc c'est une forme d'inégalité, une hiérarchie dans la pauvreté. Une grande question qui était le droit de vote des Algériens. Le politique a imposé, non pas une interdiction de voter, mais un double collège pour essayer de paramétrer la différence de population qu'il y avait entre les deux communautés. Donc un vote algérien, musulman, ne valait pas un vote français. Ceci étant, si j'avais été en âge de réfléchir, j'aurais forcément été contre ça. Mes parents étaient contre ça. Mais déjà, il n'y avait pas de conscience politique à l'époque. Parce que les gens ne pensent pas, les gens qui sont des pauvres gens pensent à travailler, à nourrir leur famille, mais il n'y avait pas de conscience, elle n'était pas éveillée. 20 ou 25 ans plus tard, on peut imaginer qu'il y aurait une prise de conscience politique, ne serait-ce que par les médias, par le développement des médias. Nous, mon père écoutait la radio, il écoutait le football à la radio, les matchs de boxe et de temps en temps les informations, mais voilà. Donc on aurait été certainement, mes parents, avec le recul, ma mère, même en Algérie, était contre ça. Ta mère même en Algérie? En Algérie, était contre ce système-là, qui était inégalitaire. Mais on n'en est pas responsable. Ce n'est pas nous qui votons, ce n'est pas le peuple, ou ce sont les représentants du peuple. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec ce qui se vote, quoi, ou ce qui se décide. Les pieds noirs, les Français d'Algérie ont été un peu pris au piège politique. Les Français d'Algérie, sans le savoir et sans s'en rendre compte aujourd'hui, au même titre, mais à un niveau différent, que je viens d'expliquer par rapport à... ont été les victimes du système colonial, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Parce qu'on était dans un système qui était hiérarchisé de cette manière-là. C'est très simple, un chiffre. Le niveau de vie moyen des Français d'Algérie était de 15 à 20% inférieur à celui de la métropole. Ça veut dire que si au lieu de venir en Algérie, ils étaient restés en métropole, leurs ancêtres, ils auraient un niveau de vie de 20% supérieur. D'ailleurs, ma mère, quand elle est arrivée en métropole, son salaire était largement supérieur à ce qu'elle touchait en Algérie. Donc, sans s'en rendre compte, ce petit peuple-là a été aussi victime de la colonisation. Et les musulmans encore plus. Est-ce que tu penses que faire un travail de mémoire, est-ce que tu penses que ça peut contribuer à apaiser? Il y a le fait de parler, le politique va forcément venir impacter le ressenti qu'on a. Enfin, à tout le moins une analyse politique. Dans la mesure où ils n'ont pas intégré qu'eux-mêmes ont été victimes du système colonial et qu'on nous a fait passer pour des coupables. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Le politique va forcément... ils ont subi cet exode qui a été terrible, avec un accueil dont, à tout le moins qu'on peut juger de déplorable, et j'en suis un témoin vivant. Donc ils ont beaucoup souffert, et ils vivent ça comme une injustice, ce qui est le cas. Donc c'est toujours des réactions à fleur de peau, parce que le politique intègre ça. Je veux dire, les deux mensonges d'État d'une rive à l'autre de la Méditerranée ont fait percoler dans la population française l'idée selon laquelle nous étions nous-mêmes responsables de la guerre d'Algérie et qu'il s'agissait d'une guerre entre les deux peuples. Ça peut être terminé comme ça parce qu'on a poussé les deux peuples à s'affronter par des décisions politiques complètement... c'était une ineptie totale d'envoyer l'armée, de faire ce qu'on a fait. On envoie des appelés qui n'ont rien à voir. Et c'est une guerre, et dans une guerre, il y a des exactions. Et ça a terminé comme ça. Mais ce n'était pas au départ un affrontement entre les deux communautés. Ça l'est devenu, malheureusement, par la suite. Donc, chacun a son vécu. On a vécu tous une histoire commune, et chacun a son ressenti, et chacun l'exprime. Mais c'est pollué par
par cet ensemble de scories et de mensonges qui viennent polluer une analyse qui se voudrait objective pour autant qu'elle puisse l'être, ce qui n'est pas, enfin le plus objectif possible, ce qu'elle n'est pas. Qu'est-ce qui fait pour toi l'âme pied noir? C'est quoi un Français d'Algérie? Ce que je dis moi, mon analyse en tout cas, c'est qu'à travers ce melting pot qu'on avait su créer, et ces cultures différentes, c'est créer une culture pied noir qui reprend un bout de la culture musulmane. Enfin, j'aime pas tout ramener à la religion. On va parler d'arabes, mais c'est pas des arabes, c'est pas tous des arabes. Des Algériens d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Un bout de la culture italienne, un bout de la culture globalement, des petits bouts de toute la culture méditerranéenne. Et à partir de ça, on a créé une nouvelle culture. Ce qu'on a appris des Algériens d'une manière certaine, et des gens d'Afrique du Nord, c'est la porte ouverte, l'hospitalité, la générosité, on partage. Alors c'est déjà le cas chez tous les pauvres souvent partagent. Mais moi, il m'est arrivé de voir ma grand-mère, quand elle faisait un couscous, ma grand-mère en faisait un peu pour la voisine. Mais ça, c'est les Arabes qui nous ont appris ça, c'est les Algériens, quoi. Quand on faisait les mounas pour Pâques, on allait porter les mounas aux Algériens. Eux nous portaient les gâteaux de l'Aïd. Ça, c'est l'aspect qu'on a pris des Algériens d'aujourd'hui et qu'on a emporté avec nous dans nos valises, si je puis dire. Et sur l'aspect méditerranéen, est venu s'ajouter à cette culture-là l'esprit de famille qui est très développé chez les Algériens, mais l'esprit de famille qui est aussi exacerbé chez les Italiens, chez les Espagnols, autour de la Méditerranée. Et l'esprit de la fête. Et la culture pied noir, c'est tout ça, c'est toutes ces cultures qui se sont agglomérées en une seule culture. Et qu'on a, malgré la souffrance de l'exil, qu'on a réussi à amener ici, et on a fait quelques adeptes de cette culture qui s'y sont, non pas reconnus, mais en tout cas qui l'ont adoptée.